Bonjour à toutes et à tous. 116e regard sur l'actualité, ou éclairage sur l'actualité plus exactement, avec ce soir une certaine densité dans l'information, me dit-on. Donc, sans tarder, je vais passer la parole à Arnaud, puis à Igor. Merci Gilles, on pourrait parler de regard de l'Observatoire sur l'actualité d'ailleurs, ce qui ferait écho à notre fameux rapport annuel. Une actualité effectivement intéressante, même si elle n'est pas exceptionnelle. Dans le registre politique, tout d'abord, une rencontre prévue entre Vladimir Poutine et les chefs des groupes parlementaires de la Douma d'État, une annonce qui est interprétée comme étant annonciatrice de l'adresse annuelle au Parlement. Donc c'est vu comme la première étape, une sorte de réunion préparatoire avant le discours annuel de Vladimir Poutine, dont il se dit qu'il pourrait avoir lieu le 20 ou le 21 février. Quelques mots d'économie maintenant. L'indice de Standard Poor's Global sur l'activité des services qui se situe à 48,7 en janvier contre 45,9 en décembre. En d'autres termes, une activité qui reprend, mais qui reste en zone négative s'agissant des services. Je rappelle que le même indice pour les industries manufacturières se situe aux alentours de 52, donc en zone positive. Autre nouvelle, ou en tout cas autre rumeur, la Banque centrale qui, pour la troisième fois de suite, pourrait maintenir son taux directeur à 7,5, après que ce taux directeur a beaucoup évolué au cours de 2022. Donc une stabilité finalement des taux d'intérêt en Russie depuis déjà quelques semaines. La Banque centrale, qui par ailleurs devrait puiser dans ses réserves de yuan à hauteur de 160 milliards de roubles pour combler le déficit budgétaire du mois de janvier, qui résulte à la fois d'un tassement des réserves pétrogazières, mais aussi, semble-t-il, une sorte de problème technique, dans le sens où des réformes dans la collecte de l'impôt sont entrées en vigueur au 1er janvier. Tout ça ne semble pas encore tout à fait rodé. Et il y a, semble-t-il, un retard dans l'encaissement de certaines recettes, retard de quelques semaines. Une nouvelle qui fait écho à la principale actualité du jour, qui est celle de l'entrée en vigueur de l'embargo de l'Union européenne sur les importations de produits raffinés. Cette nouvelle, elle nous vient de l'agence Platts, vous connaissez peut-être, c'est une agence d'information financière qui a annoncé ce matin vouloir créer un nouvel indice pour mesurer les prix du brut russe, du brut Urals. Et ce prix, c'est intéressant, sera basé sur ce prix sera basé sur les prix pratiqués en Inde. Autrement dit, intégrera les prix du fret, mais également de l'assurance. Et selon les premiers éléments dont on dispose, le différentiel entre ce nouvel indice en cours de constitution, nouveau prix Urals de Platts, et le Brent ne serait que de 18 $. C'est beaucoup moins que les 30 voire 35 qu'on évoquait, notamment que l'agence Bloomberg évoquait ces dernières semaines. Donc on voit que le rabais finalement serait peut-être moindre que ce qu'on disait ces dernières semaines. C'est d'ailleurs la thèse que je soutenais ici même lors de nos derniers briefings. Quelques mots pour conclure sur donc l'embargo européen sur les produits raffinés et également l'introduction d'un plafond de prix pour les exportations russes vers les pays tiers, un peu sur le modèle de ce qui a été fait début décembre avec le brut. Pour bien comprendre les enjeux de cette décision, il faut rappeler que 42% des produits raffinés, produits pétroliers russes en 2022 étaient exportés vers l'Union européenne, donc c'est un marché tout à fait considérable. Mais c'est vrai dans l'autre sens aussi, puisque l'Union européenne importait 40% de ses produits pétroliers de la Russie. Que peut-on dire à ce stade? À vrai dire, pas grand-chose. On comprend que la réorientation des flux sera un peu plus compliquée pour la Russie et un peu moins rapide que ceux du brut. Là encore, des problèmes de capacité de tankers, même si l'on en croit les révélations qui sont faites dans la presse spécialisée, la Russie a réussi à se constituer très discrètement et très efficacement ces derniers mois une flotte de tankers qui représenterait 16% de la flotte mondiale.
ce qui n'est vraiment pas rien. Mais enfin, les spécialistes considèrent qu'il y aura un tassement des exportations de produits pétroliers russes. Ceci étant, là encore, l'Inde et la Chine viennent à la rescousse, puisque l'Inde a multiplié au cours des dernières semaines ses importations par 5 et la Chine par 3. Le plus probable, donc, est qu'il y ait un tassement des exportations, un tassement de la production aussi, peut-être de l'ordre de 20%. Mais là encore, il y aura très probablement des flux qui seront difficiles à suivre. On sait qu'il y a des opérations de transbordement jusqu'en face des côtes espagnoles d'ailleurs. Et on peut supposer que ce qui se passe pour le brut va se répéter pour les produits raffinés. L'ordre de grandeur de l'impact se situe plus vraisemblablement entre 5 et 10%, comme pour la production pétrolière. Quels groupes sont potentiellement les plus concernés? Ni Gazprom Neft, ni Lukoil, qui vendent l'essentiel de leurs produits raffinés sur le marché national, mais plutôt Surgutneftegaz, une discrète compagnie russe, extrêmement riche par ailleurs, et qui, elle, exporte beaucoup et exportait beaucoup vers l'Union européenne. Enfin, il y a une dernière interrogation, et ce n'est pas la moindre des questions qui se posent, l'impact de cette mesure pour les consommateurs européens eux-mêmes. Beaucoup d'articles, y compris ce matin dans les Échos, prévoient ou anticipent ou craignent un nouveau choc à la pompe en France. Voilà, cher Gilles, ce que je pouvais dire aujourd'hui. Merci beaucoup Arnaud. Avant de passer la parole à Igor, vous nous dire de mots de cette agence plate, c'est quoi? C'est une agence russe, une agence... Ah non, c'est une agence anglo-saxonne, au même titre que Bloomberg ou d'autres, ou Argus, qui est une autre agence spécialisée dans l'information financière et spécifiquement l'information des matières premières et des hydrocarbures. D'accord, merci. Bien, Igor, est-ce que vous avez un peu de choses à dire sur le domaine diplomatique? Igor, nous t'écoutons. Bon, c'est bien, Gilles, qu'il n'y a plus de diplomatie depuis un petit moment. Hein. C'est terminé, malheureusement. Alors, bonjour à tous. Je vais commencer oui, par une interview accordée ce week-end par Naftali Bennett. Alors, Naftali Bennett, c'est l'ancien Premier ministre israélien qui s'exprimait sur la chaîne israélienne Channel 12, qui est une des principaux médias, enfin, principale télé en Israël. Alors, pourquoi c'est intéressant? C'est parce qu'il occupait la fonction de Premier ministre au moment où le conflit a éclaté. Alors, c'est un gouvernement qui n'a pas duré très longtemps. Enfin, de manière générale, en Israël, ces dernières années, les gouvernements ne durent pas très longtemps. Mais intéressant, c'est un personnage qui donc, était aux commandes en Israël au moment où le conflit éclate, qui a fait publiquement part de sa sympathie à l'égard de l'Ukraine. Et probablement que si cela ne tenait qu'à lui, il aurait probablement fait livrer des armes à l'Ukraine. Mais évidemment, entre en ligne de compte tout un tas de paramètres politiques, militaires, etc., qui ont fait qu'Israël, jusqu'à aujourd'hui, tout du moins, n'a pas livré d'armement à l'Ukraine. Alors, qu'est-ce qu'il raconte dans son interview? Donc, c'est une interview télévisée qui a été diffusée ensuite sur YouTube, etc. Principalement 3 informations qui, à mon avis, nous intéressent. Tout d'abord, que Israël a été sollicité pour une mission de médiation entre la Russie et l'Ukraine de manière très très rapide, dès le 5 mars, puisque le 5 mars, M. Bennett se rend discrètement à Moscou et il ressort de l'entretien qu'il a avec le président russe qu'il obtient la promesse de la part de Vladimir Poutine que rien ne sera attenté contre les jours de M. Zelensky. Autrement dit, que la Russie s'engage, le président russe s'engage à ce que rien ne soit fait pour tenter d'éliminer physiquement le président Zelensky. On est donc le 5 mars. Deuxième information qui est, à mon avis, intéressante à retenir, c'est que très rapidement, lors de ses contacts cette fois-ci avec M. Zelensky, il a à peu près la conviction, en tout cas pratiquement la certitude, que l'Ukraine est prête à renoncer à tout agenda d'adhésion à l'OTAN. C'est quelque chose qui apparaît très clairement dès les premiers jours du conflit. Et à cet égard, M. Bennett explique dans son interview que selon lui, toute cette guerre, finalement, est due au fait que l'Ukraine souhaite intégrer l'OTAN et que s'il n'y avait pas ce souhait-là, probablement qu'on ne serait pas arrivé où on en est aujourd'hui, d'après, donc une fois de plus, M. Bennett. Troisième information, c'est sur, cette fois-ci, les négociations qu'il y a eu entre la Russie et l'Ukraine en mars, qu'on a analysé ici assez longuement. L'ancien Premier ministre israélien explique que, selon lui, il y a pas loin de 17, voire 18 brouillons d'accords
de paix qui ont circulé entre les Russes et les Ukrainiens à cette période-là. Et selon lui, tout le processus s'est arrêté à cause des Occidentaux. C'est ce qu'il explique dans son interview, qu'une fois de plus, tout ce qu'il a été entrepris de son côté, donc, en tant que mission de médiation, l'a été fait en coordination avec les Français, les Allemands et les Américains, mais que c'est brouillon, donc il s'est changé entre Russes et Ukrainiens. Tout s'est arrêté, donc ce processus-là, d'après lui, à la demande des Occidentaux qui ont fait pression sur les Ukrainiens pour arrêter ce processus. Deuxième information, à mon avis intéressante aujourd'hui, elle nous amène en Ukraine. Le ministre de la Défense, M. Reznikov, est donné partant. Il devrait céder probablement assez rapidement son siège de ministre de la Défense, tout ceci sur fond d'affaires de corruption dans l'armée ukrainienne. Il est probable qu'il soit remplacé par M. Boudanov, dont on a déjà parlé ici occasionnellement, M. Boudanov, qui est le chef du renseignement militaire ukrainien, mais qui n'est pas très allant, on va dire, pas très motivé par ce portefeuille de ministre de la Défense. Et manifestement, il y a un article dans la constitution ukrainienne qui stipule que le poste de ministre de la Défense ne peut être occupé que par un civil. Bon, M. Boudanov est militaire d'actif, donc il ne peut manifestement légalement pas occuper ce poste, mais visiblement, tout ceci devrait se régler. D'après le chef de la fraction serviteur du peuple, tout ceci devrait se régler lors de la prochaine session plénière de la Douma, de la Rada, là où les choses devraient, disons, se décanter. Mais donc, M. Reznikov pourrait être remplacé. Où est-ce qu'il sera recasé? Ça, pour l'instant, on ne sait pas trop. C'est ce qui fait aussi probablement que cette information est encore, que ce processus s'étire, puisqu'il est question de son départ depuis quelques jours déjà, quand même. Mais pour l'instant, il est toujours de facto aux fonctions. Troisième information, c'est le nouveau paquet d'aide militaire américaine à l'Ukraine qui a été décidé ce week-end d'un montant de 2,2 milliards de dollars, alors qu'il se divise en deux volets. Un volet d'environ 500 millions de dollars qui relève du mécanisme du PDA que j'ai déjà détaillé ici, en gros le pouvoir du président américain de puiser dans les stocks de l'armée américaine pour l'envoyer, en l'occurrence, à l'Ukraine. Et le reste, environ 1,7 milliard de dollars, qui, lui, relève du Ukraine Security Assistance Initiative. Donc, c'est une loi qui a été votée avec un fonds, une ligne budgétaire attribuée à cette loi. Pour le détail, ce qui est intéressant à relever, à mon sens, c'est principalement les questions des munitions, notamment les munitions pour les fameux systèmes HIMARS, que tout le monde connaît maintenant. Pourquoi je dis que c'est intéressant, c'est parce qu'il y a des rumeurs depuis plusieurs semaines que les Américains seraient prêts à livrer des munitions avec une portée allongée. Alors actuellement, les Ukrainiens ont des missiles d'une portée d'environ 80 km. Ils réclament depuis des mois une portée accrue. Manifestement, il serait question de livrer donc des bombes guidées avec 150 km de portée. Sauf qu'évidemment, le détail n'apparaît pas dans le texte qui est librement accessible sur le site de la Maison-Blanche. Il est simplement écrit qu'il y a des munitions pour système HIMARS. Est-ce que ces munitions à portée accrue figurent dedans ou pas? On ne sait pas. Le deuxième élément, c'est pour les munitions plus classiques de 155 mm, qui sont évidemment très importantes pour l'artillerie. Et là aussi, il n'y a plus le détail que l'on avait avant. Avant, on savait qu'il y avait 12 000, 80 000, 90 000 obus qui étaient livrés, 25 000. Là, il est simplement écrit munitions de 155 mm sans chiffre. Alors là aussi, on pourra en tirer les conclusions que l'on veut, mais ce n'est donc plus spécifié. À ce jour, les États-Unis, depuis le 24 février, les États-Unis ont livré pour 29,3 milliards de dollars d'assistance sécuritaire à l'Ukraine. Madame Jen Psaki a par ailleurs indiqué que la Maison-Blanche était désormais prête à introduire des sanctions indépendamment du développement de la situation en Ukraine, et cela donc à titre préventif, en tout cas comme moyen préventif. Alors, on parle en général de la fonction dissuasive des sanctions, mais maintenant, il y a une fonction aussi préventive. Alors, est-ce que c'est une nuance par rapport à dissuasif? On ne sait pas. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que la fonction dissuasive des sanctions, jusqu'à présent, dans toute cette histoire, s'est avérée être un échec, puisque la menace de sanctions n'a pas empêché, évidemment, ce conflit d'éclater. Autre information, c'est du côté de la Géorgie, puisque la Géorgie serait disposée à rouvrir les communications aériennes directes avec la Russie. La Russie aussi s'est dit prête à rouvrir les communications aériennes directes avec la Géorgie. Simplement, du côté de l'Union européenne, on a clairement fait savoir à Tbilissi que si jamais ces vols reprenaient, bien la Géorgie s'exposerait à des menaces de sanctions secondaires
Et du côté des États-Unis, il y a eu un écho, puisque les Américains ont fait savoir aux Géorgiens que si jamais ces vols reprenaient, eh bien, il y aurait risque de sanctions pour les opérateurs géorgiens se livrant à des opérations éventuelles de maintenance sur les appareils russes. Bref, à suivre, mais le message a été passé. Enfin, dernière information, avant-dernière information, un sondage aux États-Unis qui a été réalisé par le Pew Research Center, qui est un institut tout à fait fiable et avec les données duquel les chercheurs travaillent régulièrement. Un sondage qui a été publié le 31 janvier et qui révèle que la part des sondés qui affirment que les Américains apportent trop de soutien à l'Ukraine, alors soutien en général politique, soutien militaire, soutien économique, eh bien, cette part des sondés augmente puisque elle était de 7% au début des hostilités, elle est passée à 20% en septembre, et au 31 janvier, ce sont 26% des sondés qui affirment que les États-Unis en font trop pour l'Ukraine. Face à eux, 31% affirment que cette aide est suffisamment calibrée et 20% souhaiteraient même qu'elle soit plus importante. Bon. Et dernière information, la tournée de M. Lavrov à l'étranger qui reprend, puisqu'il est arrivé hier en Irak pour une visite de travail. On se dit même que les secousses du tremblement de terre qui a affecté la Turquie, le sud de la Turquie, le nord de la Syrie, a été ressenti par la délégation russe jusqu'en Irak. Il va poursuivre sa tournée en Afrique avec une visite attendue au Mali, une autre en Mauritanie et enfin une escale au Soudan avant de rentrer. Voilà, Gilles. Merci, effectivement. Beaucoup d'actualités aujourd'hui, très riche. Une question qui est dans votre domaine. Quid de l'agenda chinois ce jour? L'agenda chinois, il est volatile, météorologique, scientifique. Alors, je suis aérien. L'agenda chinois dans la question ukrainienne, bon, c'est une très vaste question. On en a beaucoup parlé ces derniers mois. Il y a très clairement la volonté, à mon avis, de ne pas voir la Russie perdre stratégiquement. Je pense que les Chinois sont pris entre deux contraintes. D'une part, ne pas trop s'exposer sur un sujet qui, au fond, n'est pas leur directement. Leur sujet, c'est Taïwan. Leur sujet, c'est la relation avec les États-Unis. Ceci dit, je pense que la direction chinoise comprend ce que voudrait dire pour elle une défaite stratégique de la Russie. Il n'y a pas intérêt. D'où le soutien que certains jugent trop discret ici à Moscou, mais qui, à mon avis, est réel, y compris dans le domaine d'ailleurs de certains équipements. Hein. Ce sont des informations, en tout cas, qui sont sorties dans la presse américaine. Il y a eu des rotations d'avions cargo, par exemple, qui ont pu attirer l'attention entre Pékin et Moscou. Il y a, semble-t-il, un accroissement des exportations chinoises de semi-conducteurs et d'autres équipements qui sont très requis par la Russie, laquelle, théoriquement, n'y a plus accès. Ce qui a d'ailleurs valu des mises en garde américaines ces dernières semaines à la Chine. Donc, voilà, la Chine, contrairement à ce qui avait été dit au printemps dernier, n'a pas tenté de médiation, a préféré rester en retrait. Je pense que c'est plutôt sage quand on voit ce qui est arrivé à la médiation israélienne. On ne peut pas exclure qu'un jour la Chine le fasse, mais manifestement, ce n'est pas à l'ordre du jour et ce serait prématuré et considéré comme hasardeux par la Chine. Donc voilà, et la Chine, je l'ai dit régulièrement ici, soutient directement la Russie d'un point de vue économique en achetant plus de pétrole, par exemple, ou plus de gaz. Donc, je ne sais pas si on peut parler d'agenda. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour la Chine. La Chine ne souhaitait pas ce conflit, pas plus que l'Inde ou qui que ce soit d'ailleurs. La Chine l'intègre dans son équation stratégique. Elle constate, me semble-t-il, que ça fait ressurgir ça accélère les discussions sur ses propres intentions contre Taïwan. Ça affaiblit plutôt la Russie, en tout cas à ce stade, et ça redonne de la cohésion à la grande alliance occidentale. Donc voilà un petit peu quels sont les enjeux pour la Chine aujourd'hui.
Alors là, c'est une question aussi d'un auditeur, hein, c'est peut-être à un degré moindre. Et quid de l'Ouzbékistan, toujours aussi neutre, hein? L'Ouzbékistan est neutre, oui et non. Enfin, l'Ouzbékistan, lui aussi, a ses contraintes, son agenda, sa géographie. Il y a d'une part une relation bilatérale russo-ouzbèque qui est une relation ascendante depuis l'arrivée au pouvoir du président Mirziyoyev, ascendante sur le plan économique principalement, mais pas seulement. Il y a une bonne relation entre le nouveau président ouzbek et le président Poutine. Il y a une densification des échanges, y compris des échanges dans le domaine de l'éducation supérieure. Donc voilà, donc ça c'est en cours. Ça n'a pas été rompu par le conflit en Ukraine, mais évidemment, l'Ouzbékistan, comme les autres pays d'Asie centrale, ne souhaite pas s'exposer à des sanctions secondaires. Donc, font attention à ce qu'ils font et, par exemple, ont assez rapidement fait comprendre aux Russes qu'ils ne serviraient pas de hub pour une stratégie de contournement de sanctions. Donc, voilà un petit peu la position de l'Ouzbékistan qui cherche à s'ouvrir au monde, aux Occidentaux, tout en maintenant et en développant de bonnes relations avec la Russie et avec la Chine. Finalement, l'Ouzbékistan cherche à faire ce que le Kazakhstan a longtemps fait dans les années 90-2000, une politique multivectorielle. Mais l'élément nouveau, c'est que le vecteur russe était et reste, à mon avis, sur une phase ascendante, malgré le conflit en Ukraine. Merci de ces éclaircissements. Comment sont payées les livraisons de munitions à l'Ukraine et par qui? Bon, par le contribuable, j'imagine. Par le contribuable américain et par le contribuable. Non, mais bon, on l'a déjà dit, c'est du coup, comme là j'ai parlé de l'aide américaine, en ce qui concerne les États-Unis, c'est du lend-lease, hein, c'est du pré-bail. Il y a un cadre, il y a une durée de 35 ans. Qui potentiellement, si tout n'est pas remboursé, sera étendue, reconduite. Donc, comme ça, c'est déjà vu par le passé. Hein. Regardez, les Russes, me semble-t-il, ont terminé de payer pour le pré-bail de l'Union soviétique en 2009 ou en 2010, hein, il me semble, ce qui avait été fait. Dans un autre contexte, une autre époque, etc., les Anglais qui ont généreusement arrosé les cours européennes sous Napoléon pour créer des coalitions contre Napoléon ont fini de payer ces crédits en 1914, je crois, donc 100 ans plus tard. Mais bon, je veux dire, dès lors qu'il y a le sentiment que la géopolitique ou la politique est supérieure, eh bien, bon, il y a des durées comme ça qui s'installent et puis on reconduit. Donc c'est voilà, c'est 35 ans, et c'est du land-lease et après, voilà, comme on l'a dit, hein, c'est donc le contribuable qui est mis à contribution. Merci beaucoup. Pas plus de questions, donc peut-être le directeur Chinsky veut nous dire un mot. Non, les amis, écoutez, encore une session dense. Nous vous retrouvons jeudi. D'ici là, ceux d'entre vous qui ne pouvez pas nous regarder en direct, vous pouvez continuer de consulter sur le fil Telegram en cliquant sur le lien, l'enregistrement de l'émission, et puis vous connaissez la boîte mail. Une rencontre débat extrêmement intéressante avec le directeur du programme d'un des principaux think tanks russes, Ivan Timofeyev, qui va nous parler de l'économie russe face aux sanctions. Ça se passe dans les locaux de la Chambre à Moscou le 15 février de 17h30 à 19h. Nous vous attendons nombreux. Inscrivez-vous à l'avance. Voilà, tenez bon